Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. En cette journée de l'Europe, on se demandera quelle place occupe l'Europe justement dans l'éducation de nos enfants. Se sentent-ils français? Se sentent-ils européens? Comment déchiffrer l'histoire de l'Europe alors qu'une guerre a lieu en ce moment sur son sol? Autant de questions qu'on posera dans un instant à nos invités. En deuxième partie d'émission, on vous présentera le projet Kaléidoscope qui organise des rencontres entre collégiens de milieux différents afin de lutter contre les stéréotypes racistes et antisémites. La créatrice de ce dispositif sera avec nous en plateau. Et puis enfin, ce sera l'heure de Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit l'athlète français Cyril Benzaken. Mais avant cela, on retrouve Mickaël Dorian avec l'actu en bref. Bonjour à tous, coup d'envoi ce lundi du congrès national du SNES-FSU qui se déroule jusqu'à vendredi à Montpellier. Sur Twitter et hier, la secrétaire générale du syndicat d'enseignants, Sophie Vénitité, a dévoilé les grandes lignes de ce congrès. Rendez-vous demain pour le début de nos travaux. Gagner la revalorisation pour tous les personnels, reconstruire le service public d'éducation après un quinquennat catastrophique et bien d'autres débats. Autre congrès dans la Nièvre autour d'un autre syndicat, le SNUIPP-FSU. Philippe Mérieux y anime un débat ce mardi sur le thème « L'école émancipatrice ». Comment reprendre la main sur nos métiers. Et puis, dans le reste de l'actualité, un rapport a été rendu public sur les forces et les faiblesses de la politique éducative pour le développement de l'esprit critique chez les élèves. Il a été rédigé à la demande du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il rappelle la nécessité de renforcer l'esprit critique des enfants dans un monde où l'information est de plus en plus dominée par les réseaux sociaux. Prochaine étape, l'inspection générale de l'éducation doit maintenant formuler des propositions pour les écoles, les collèges et les lycées. Enfin, ce lundi, c'est la journée de l'Europe, l'occasion de revenir sur la semaine du lycée d'Europe. Dans le cadre de cet événement, 82 lycéens européens ont travaillé sur la citoyenneté européenne. Pour cette promotion, les élèves ont choisi de créer un musée virtuel et un reportage a été réalisé à cette occasion par le ministère de l'Éducation nationale. On regarde tout de suite un extrait. L'idée de ce projet depuis le début, c'est de vous permettre, aussi bien que vous soyez élève ou professeur, de faire Europe autour de projets que vous allez présenter dans vos salles respectives. Il y avait eu cette expérience virtuelle qui va être complétée par cette rencontre de 3 jours avec un programme qui dit aussi beaucoup de choses sur ce que nous sommes en tant qu'Union européenne et sur ce qui nous unit. Et nous savons tout pour échanger avec plusieurs acteurs concernés directement. Le projet sur lequel nous avons travaillé est un musée virtuel reconstituant les différentes périodes de l'histoire à travers l'Europe. Vous avez fait des choses vraiment remarquables avec des idées même qui vont au-delà de l'exercice lui-même. Dans chacun des 4 domaines, on peut imaginer une suite concrète à ce que vous avez fait. Et puis surtout, on voit très bien, au-delà des pionniers que vous êtes, combien on peut fédérer des dizaines, des centaines et même des millions d'élèves en Europe pour toucher de façon concrète ce que ça veut dire être européen. Merci Mickaël. Alors comment inculquer les valeurs européennes à nos enfants? D'ailleurs, se sentent-ils européens? C'est la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Charles Binic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Dans quel coin? Dans le 20e arrondissement, au collège-lycée Sainte-Louise. 20e arrondissement de Paris, évidemment. J'accueille également Édouard Godot. Bonjour. Vous êtes en Skype. Vous êtes co-auteur de Dessine-moi un avenir, un plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école. Vous êtes également conseiller en affaires européennes et ancien professeur d'histoire. Alors, on va parler de l'Europe, oui, parce que c'est la journée de l'Europe aujourd'hui, 9 mai. Il s'agit de la date anniversaire quand même de la déclaration Schuman. Ce jour-là, pour ceux qui ne le savent pas, et moi aussi j'ai révisé, en 1950, bien, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, propose dans un discours historique prononcé à Paris une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe qui rendrait impensable, et c'est là où ça devient intéressant, impensable toute guerre entre les nations du continent européen. Date donc d'autant plus importante, d'autant plus symbolique, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas sur le territoire européen, donc l'Ukraine. Charles Binic, j'imagine que pour vous, c'est une date essentielle, puis je crois que c'est aujourd'hui que vous avez commencé d'ailleurs à parler de l'Europe avec vos étudiants. Oui, c'est une date essentielle, et effectivement, c'est un programme en 3e, et donc nous avons ce matin abordé le sujet en 3e.
Donc, coïncidence avec la date d'ailleurs du 9 mai. Et j'ai eu des réponses assez intéressantes justement pour savoir comment à 15 ans on réfléchit à ça, à l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Voilà. Et alors, c'était quoi les réponses principales? Donc j'aurais clairement demandé, qu'est-ce que ça a évoqué chez vous quand je parle d'Union européenne? Oui. Alors j'ai d'abord eu un espèce de long silence un peu inquiétant, et puis ensuite des mots ont commencé à émerger. On m'a parlé d'Erasmus, oui. On m'a parlé d'une alliance militaire, économique, c'était pas très clair. On m'a parlé aussi de l'euro, de la monnaie. Voilà, c'était en gros les idées un peu que j'ai réussi à attraper au vol. Alors justement, je rebondis sur l'euro. Édouard Godeau, justement, quand on parle d'Europe, on a l'impression, et encore plus à l'école, que c'est une espèce de thématique, un thème un peu abscon, qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est un peu absent des programmes, et d'autant plus en France par rapport à d'autres pays européens. Alors que pourtant, tous les jours, ne serait-ce qu'avec la monnaie effectivement commune, avec l'euro, eh bien, tous les élèves sont amenés à parler d'Europe. C'est étrange, là. Est-ce que c'est vraiment étrange? Je ne suis pas sûr. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans n'importe quelle communauté politique. À partir du moment où vous êtes dans le bain, vous ne savez pas que vous êtes en train de nager, vous ne savez même pas que vous êtes mouillé. Si vous posez la question de façon plus ou moins malicieuse aux différents élèves, justement, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que c'est que la France, vous aurez aussi une bonne petite collection d'idées reçues ou de clichés qui seront tous plus ou moins vrais, comme le sont d'ailleurs l'Erasmus, l'Alliance, défensive un peu moins, mais économique définitivement, l'euro aussi. L'Europe, c'est un niveau de pouvoir, et comme tous les niveaux de pouvoir, c'est à la fois très concret dans notre vie quotidienne, mais c'est aussi très abstrait parce que c'est quelque chose qu'on projette, qui est lointain, qui est en plus traité uniquement souvent, que ce soit à l'école ou dans les médias, sous l'angle institutionnel, alors qu'en fait c'est un processus historique très long, très charnel en fait, qui est de la construction d'une communauté politique élargie au-delà des frontières nationales. Et vous avez l'impression que les Français, je parle autant des parents que des enfants, puisque nous, on s'attache effectivement à parler d'école ici sur School TV, comme vous le savez, mais est-ce que vous avez l'impression que les parents et les enfants ont quand même cette notion, alors vous le dites assez floue puisqu'on baigne dedans, mais cette notion quand même identitaire européenne, bien plus qu'une notion identitaire française? Non, ça je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Les enquêtes d'opinion, mais aussi un simple micro-trottoir pourrait nous renseigner. L'attachement à l'identité européenne est beaucoup plus faible que l'attachement aux identités nationales ou même régionales, voire départementales, puisque 9-3, 13, 75, tout ça résonne dans l'imaginaire territorial français. Donc, je crois il y a encore un travail à faire, un travail d'éducation, un travail aussi de compréhension, de familiarisation, d'apprentissage à la fois du monde dans lequel on est et des communautés auxquelles nous appartenons, pour nous rendre compte que nous ne sommes pas qu'un drapeau ou un passeport, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes un empilement, une sédimentation de différentes identités. Dans les classes les plus hétérogènes, les plus diversifiées, on a 40, 50 nationalités parfois dans la même classe, et donc, enfin dans la même classe ou en tout cas dans le même lycée, et donc on se rend bien compte que la réduction à un seul passeport est illusoire. Il y a des communautés qui s'interpénètrent, qui se superposent, et parfois, comme je le disais, elles peuvent être régionales aussi. Après tout, l'enseignement d'Iwan en langue régionale est aussi une façon de vivre cette diversité, cette multiplicité des identités. En France, on a gardé un vieux tropisme jacobin, qui nous a permis de grandir, d'avoir une administration très, très forte, plutôt efficace, d'avoir une histoire partagée, mais aussi qui a un prix. Et le prix, c'est parfois le fait de négliger les autres petits éléments de nous et notre attachement à ce qui nous dépasse. Là, comme moi je suis écologiste, je ne peux pas m'empêcher de rajouter le fait qu'il y a aussi une communauté planétaire à laquelle on appartient, et que même si elle n'a pas de passeport, elle est tout aussi vivante et importante que toutes les autres.
Mais ça, c'est votre côté écolo, Édouard. C'est pour ça, si vous voulez absolument que... évidemment, et comme je vous comprends. Mais alors, pour revenir à l'Europe précisément, je parlais de la monnaie effectivement européenne, de l'euro. Je parle aussi, on voyage sans passeport au sein de l'Europe. Donc ça, pour les enfants qui ont la chance de pouvoir voyager, ils se rendent compte aussi au quotidien. Est-ce que c'est, enfin, ce que est l'Europe vraiment dans le quotidien d'un élève, comment vous arrivez, Charles Binic, à pouvoir le retranscrire dans vos cours, justement? Parce qu'il y a effectivement le cours d'histoire, à proprement dit, et de géographie aussi, hein, parce que forcément... Et de spécialité, même maintenant, c'est voilà. très diffus dans le... Mais comment l'aborder, et surtout au lendemain de l'investiture, de la nouvelle investiture d'Emmanuel Macron, qui, dans son discours, a appelé la création d'une communauté politique européenne, justement pour soutenir l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, être professeur d'histoire-géographie, c'est à vous deux que je pose la question, puisque Édouard Godeau aussi, vous avez été prof d'histoire, mais c'est vrai que parler d'histoire aujourd'hui, ça a été très compliqué, on le sait, parce que c'est aussi l'histoire de guerre, c'est l'histoire de religion, c'est l'histoire de beaucoup de place à prendre. Mais là, en l'occurrence, par rapport à la Russie et l'Ukraine, comment vous faites aujourd'hui pour aborder l'Europe? De quelle manière vous commencez? Je dirais que ça s'intègre assez bien au programme. C'est-à-dire que si on, comme par rapport à la chronologie du XXe siècle, on arrive à la construction européenne à une période où on sort de 2 guerres mondiales. Voilà. Donc, j'arrive à connecter les élèves à ce sujet, justement en faisant ce lien, comme vous dites, effectivement. Voilà, l'idée européenne est née après la Seconde Guerre mondiale, de cette volonté, notamment entre la France et l'Allemagne, de ne plus se faire la guerre. Également de la peur, en plus, du communisme qui, à l'époque, occupe la moitié de l'Europe. La peur du nazisme après la guerre, surtout. Voilà, la peur de la propagation du communisme en Europe de l'Ouest aussi. Et puis... Mais aussi la Russie qui a aidé quand même l'Europe et les Français à gagner cette guerre. Voilà, donc faut être un peu... En fait, on passe directement dans un contexte guerre froide. C'est un thème qu'on attaque après la guerre froide. Donc on est plutôt dans cette logique-là déjà d'opposition de blocs. Mais effectivement, donc on aborde le sujet comme ça. Et effectivement, ça permet facilement de faire des liens avec un contexte plus actuel, puisque on sait aujourd'hui que l'Ukraine a demandé officiellement son adhésion à l'Union européenne, à l'OTAN. Donc ça montre effectivement que à travers l'Union européenne, il y a cette idée un peu de se préserver de la guerre, de chercher un espèce de sanctuaire qui va justement essayer d'apaiser les tensions. Voilà. Vous êtes conseiller en affaires européennes, Édouard Godeau, je disais ancien professeur d'histoire. Vous êtes en lien effectivement, j'imagine, avec beaucoup de membres de gouvernement ou de ministères. Comment réagissent tous ceux avec qui vous discutez justement cette question de l'Europe et de la manière dont il faut l'enseigner à l'école, de la présence dans les programmes scolaires? Alors, plus modestement, moi, j'ai pas tant de contact que ça au niveau des décideurs. Hein. J'étais surtout au Parlement européen. Et au Parlement européen, on décide des votes, mais on décide pas de grand-chose autre de ce niveau-là. Parce que l'éducation est une compétence nationale. Une compétence nationale et même dans certains pays, une compétence régionale. Pour l'anecdote, le plus difficile lorsqu'on a fait un manuel, lorsque la France et l'Allemagne ont fait un manuel d'histoire franco-allemand après la commission Brunswick des années 60, et lorsque le manuel a été publié finalement au milieu des années 2000, le plus dur, c'était pas de savoir qui avait commencé la guerre, qui étaient les fauteurs de guerre et autres. C'était pas donc le récit commun. Le plus dur, c'était de faire adopter le même manuel scolaire aux 15 Länder allemands qui ont 15 politiques éducatives différentes. Voilà. Oui. Au-delà de cette petite anecdote, la question de l'éducation, elle est cruciale, elle est centrale et elle est à la fois très européenne et pas du tout. Elle est institutionnellement très national, et donc régional, comme je vous l'ai dit. D'un point de vue européen, le problème majeur que nous rencontrons tous ceux qui sont pro-européens, c'est cette fine distinction, pas toujours très très bien respectée, entre ce qui est de l'ordre de l'éducation et ce qui est de l'ordre de la formation propagande. Il y a un énorme problème aussi, c'est que la communication
européenne, la communication institutionnelle est d'une extrême pauvreté, et elle passe son temps en fait à se dire que si on explique bien, les gens vont comprendre, et s'ils comprennent, ils sont obligatoirement d'accord. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ni la politique, ni l'Europe, ni l'éducation. L'éducation, c'est bien le fait d'arriver à faire en sorte que les élèves, et puis les adultes bien sûr, parce que les élèves sont des adultes en devenir, en construction, c'est que les élèves et les adultes se sentent partie prenante de quelque chose qui est de l'ordre de la communauté. Or, c'est pas uniquement avec quelques heures de cours, même très bien faites, et une évaluation qu'on va arriver à cela. Je vais vous donner 2 exemples personnels. Le premier, c'est le mien, c'est que moi, j'ai jamais étudié l'Europe. J'ai jamais fait d'études européennes, j'ai pas appris l'Europe ni en LLM, ni en master, ni en quoi que ce soit. Moi, j'ai appris l'Europe à Varsovie quand j'ai cherché du travail et que je me suis retrouvé à Varsovie pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Et j'ai travaillé avec un grand Européen qui était Bronislaw Geremek, et je me suis retrouvé donc à apprendre l'Europe. Et donc j'ai appris l'Europe avec un tropisme d'Europe centrale, ce qui fait que je suis beaucoup plus sensible que la plupart des Français aux Lituaniens, Baltes et autres Polonais et à leurs angoisses identitaires et surtout leurs angoisses géopolitiques. Donc c'est quelque chose d'un peu plus d'intéressant à mettre dans le débat. Mais surtout, j'ai appris l'Europe par l'expérience. Or, c'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin, au-delà de toute cette masse de connaissances qui est absolument indispensable, mais qui n'est pas l'expérience européenne, nous avons besoin de faire l'expérience de l'Europe. Et c'est par cette expérience-là, Erasmus en est un petit bout, mais c'est pas le seul. C'est par l'expérience du dépaysement, c'est par l'expérience d'une autre façon d'être français et d'être soi-même dans un autre environnement que l'on peut faire l'expérience de l'Europe. Et c'est là où je voulais vous donner la... Pardon de vous interrompre, mais comment intégrer ça justement à l'école, cette expérience dont vous parlez qui effectivement est si enrichissante, comment le faire en sorte qu'elle arrive au sein de l'école pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de voyager et qui n'ont pas la possibilité, par exemple, d'être sur les programmes Erasmus? Ah bah là, vous mettez le doigt sur un des problèmes majeurs, c'est que je ne sais pas si M. Binic, lui, fait partie, mais j'en suis sûr, fait partie de ces nombreux professeurs d'histoire-géographie, de philosophie, de sciences, de lettres, qui prennent sur leur temps personnel pour faire de l'extra-curriculaire, de l'extrascolaire, et justement procurer à tous nos enfants la possibilité d'une expérience, de ce genre d'expérience. Mais c'est bien un problème de moyens, aussi bien en termes de moyens de l'éducation nationale, en termes d'organisation des cours, d'organisation de la journée et de l'enseignement, mais aussi en termes de moyens financiers, de moyens matériels, de ressources. Quelques exemples. L'Europe se définit par rapport au fantôme de son passé. Effectivement, aux menaces de son présent avec l'Union soviétique, mais au fantôme de son passé, l'horreur de 2 guerres mondiales, d'un suicide collectif et surtout l'horreur absolue d'Auschwitz. C'est très éducatif d'aller à Auschwitz. C'est très éducatif d'aller en Pologne pour découvrir que d'abord, ce n'est pas des camps polonais, mais des camps nazis, mais aussi de voir ce que ça représente. Ça devrait... Alors, je ne suis pas pour les obligations programmatiques parce qu'elles ont tendance à transformer des choses qui devraient être de l'ordre de l'adhésion en matière académique. Mais ça devrait quand même être facilité. C'est le genre de choses qu'on devrait pouvoir faire. Mais pourquoi de la même façon, pouvoir aller expérimenter ce que c'est que Rome. Oh, excusez-moi. Non, mais comment on vous entend parfaitement sur ce sujet et évidemment, j'adhère complètement. Pourquoi ne pas imaginer que ce soit obligatoire, puisque on apprend aussi l'histoire de manière obligatoire. L'histoire qui est enseignée, elle a été validée par le ministère de l'Éducation nationale, validée par, j'imagine, tout un consortium d'historiens aussi au précédent, et elle est validée. Pourquoi on ne mettrait pas de manière obligatoire justement ces visites, alors j'allais dire ce mot absolument terrible, mais qui est là d'expérience en fait, d'aller voir, et on l'a vu avec Ginette Kolinka qui est venue sur le plateau ici, avec tous ceux qui ont partagé avec nous ces problèmes justement aujourd'hui que l'on voit, à enseigner l'histoire à l'école, mais aussi les religions, à enseigner l'expérience et l'histoire des pays. Pourquoi on ne pourrait pas imposer ça à l'école? Qu'est-ce qui ferait que ce ne serait pas possible? Je me suis mal exprimé. J'ai pas dit qu'il fallait pas imposer ce genre de visite. J'ai dit qu'il fallait peut-être se méfier, et moi en tout cas je m'en méfie toujours, de la rigidité des programmes. Je pense qu'il faut laisser énormément de liberté, de licence pédagogique justement aux équipes enseignantes, pas simplement aux professeurs, mais aux équipes d'établissement, pour monter des projets de ce type-là, dans une gamme, on va dire, de choix, parce que peut-être que j'ai cité Auschwitz parce que c'est structurel
structurant pour notre imaginaire post-1945, mais il y a peut-être d'autres expériences à développer et à faire. Enfin, ça peut être Rome, ça peut être les champs de bataille napoléoniens, ça peut être Waterloo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'histoire européenne, elle n'a pas juste une direction, une orientation. Il faut laisser les équipes pédagogiques construire justement des projets pédagogiques, mais effectivement, on peut rendre obligatoire le fait d'avoir ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Charles Bénic, de cette nécessité d'être plus large et d'avoir votre latitude? Ce qui est intéressant, c'est que avec la réforme du lycée et la création de nouvelles spécialités, on va dire qu'il y a des élèves qui ont la chance, quand ils prennent la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, d'avoir un enseignement qui est assez nouveau, c'est-à-dire l'Union européenne à travers sous le filtre de la démocratie. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'était pas forcément tout à fait enseigné avant, puisque avant c'était simplement en histoire, on voit l'histoire des institutions, et en géographie, on voit l'Union européenne à travers la mondialisation. Voilà, c'était un peu pas ça pour simplifier. D'accord, donc là on est sur le côté politique, institutionnel. Voilà, c'est-à-dire l'Union européenne comme laboratoire de démocratie aujourd'hui. Et ça se fait en première. Oui, mais en spécialité. Spécialité. Donc c'est quand même très peu d'élèves. Oui, mais d'accord, ça veut dire combien de pourcentage d'élèves? La spécialité en question dont vous parlez. À l'échelle de mon établissement, par exemple? Oui. Eh bien, on a 3 groupes de 30 élèves, donc ça fait 90 élèves, alors qu'il devrait, donc c'est à peu près un gros tiers. Les 3 cinquièmes qui sont concernés au lycée. D'accord, donc ça veut dire que tout le reste n'a aucune notion, ou presque. Alors, ils ont en tronc commun, ce que je vous ai dit, ce qui est classique et qui est enseigné depuis tout le temps, hein, c'est-à-dire en histoire, une histoire institutionnelle de l'Union européenne, voilà, et en géographie, un regard plus actuel, on va voir comment l'Union européenne fonctionne dans la mondialisation aujourd'hui. Voilà. Donc, deux lectures, et puis après, il y a également, avec la spécialité SES, aussi ceux qui vont encore aller plus loin, puisque eux, ils vont carrément développer l'Union européenne sous le regard économique, notamment le fonctionnement de la Banque centrale européenne et de la monnaie européenne. Voilà, donc c'est un peu dilué et c'est effectivement limité par les spécialités, mais du moins ces spécialités permettent pour le coup un enseignement très approfondi qui laisse énormément de liberté aux professeurs. Moi, je suis vraiment amusé avec mes élèves sur ce sujet pour vraiment qu'on travaille sur plein d'aspects et donc y consacrer de longues heures parce qu'on a aussi cette liberté-là, sachant que ça prend une grosse partie d'un thème sur la démocratie depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Et donc on peut parfaitement... J'ai trouvé que c'était très souple et très intéressant en tout cas de cette année de le faire avec mes élèves en spécialité notamment. Et de développer justement leur esprit critique et leur esprit par rapport à la démocratie. C'est ça, c'est l'idée. Ils sont clients de ça? Oui, ça les intéresse beaucoup, surtout qu'on le fait comme un regard sur la démocratie aujourd'hui, après les avoir déjà lancés pendant des heures. On fait Athènes au 5e siècle, on fait Tocqueville, on fait Benjamin Constant, et puis on arrive à la fin, après une longue séquence sur la démocratie représentative, sur l'Union européenne aujourd'hui, les institutions, comment ça fonctionne, la démocratie européenne, qu'est-ce qui fonctionne moins, voilà, les critiques, les progrès, les améliorations, l'euroscepticisme, pas cette démocratie, qu'est-ce qui pourrait être modifié, pourquoi justement il y a un sentiment de déconnexion des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne, et ça passe aussi par le regard à eux aussi, parce que quand ils arrivent à cet enseignement-là, il y a un rapport très flou à cette Union européenne, justement. Et du coup, ça témoigne peut-être un peu aussi de ce que connaissent beaucoup de citoyens, finalement, c'est-à-dire une sensation que c'est quelque chose d'obscur, de lointain, de bureaucratique, pour lequel il n'y a pas vraiment d'attache directement vis-à-vis des gens en bas de l'échelle. Voilà. Nous sommes au lendemain des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Nous avons un président qui souhaite renforcer les liens entre les Européens, qui est donc pro-européen. Est-ce que ça se ressent dans le système éducatif? Car on a déjà fait 5 ans avec Emmanuel Macron, on repart pour un mandat de 5 ans. Est-ce que vous avez vu dans la réforme Blanquer, qui a été assez lourde sur plein de sujets, c'est pas le lieu ici, mais on en a beaucoup parlé, vous l'imaginez bien, dans le grand JT de l'éducation. Sur ce point de vue-là, ce point précis, sur l'Europe, est-ce que vous sentez une envie d'aller justement davantage sur cette question européenne? Oui, alors... il y a eu plusieurs rapports qui ont été... Plutôt en spécialité, on va dire qu'il n'y a pas de grande innovation du tout sur la partie tronc commun. Ouais. Par contre, la spécialité, tout ce que je viens de vous dire, c'est un regard qui est
en même temps très critique. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment la conclusion, le thème sur la démocratie, et on est censé décortiquer l'Union européenne, mais en constatant également les difficultés. Voilà, c'est pas juste faire une agiographie de l'Union européenne depuis sa création. Il s'agit bien vraiment de montrer dysfonctionnement et également d'essayer de faire comprendre une mécanique complexe à des élèves, le mécanisme des institutions, leur fonctionnement, voilà, les institutions qui sollicitent directement les citoyens européens, celles qui sont plus critiquées parce qu'elles sont un peu plus déconnectées, parce qu'elles ne comportent pas d'élus ou moins d'élus, ou des personnes qui sont désignées par d'autres élus, par exemple à la Commission. Bref, donc voilà, il y a des points comme ça. Donc c'est un thème qui permet d'être hyper globalisant et d'avoir aussi un regard critique et aussi que les adultes s'interrogent et essaient de voir. Et engagé. Voilà, et par rapport à ce que on leur a appris de la démocratie représentative depuis le début du 19e siècle. Voilà, comment ça a évolué et voilà pourquoi il y a des innovations incroyables dans l'Union européenne et puis pourquoi il y a des choses aussi qui paraissent un peu plus opaques, un peu moins démocratiques. Voilà, il y a plein de choses vraiment à soulever qui sont hyper intéressantes et qui les intéressent énormément. Alors Édouard Godeau, vous parliez justement de la latitude qu'il fallait donner aux professeurs. On parlait d'éducation. On parle aussi de formation, j'imagine, au sein des professeurs, car il s'agit aussi, pour la plupart, peut-être que c'est aussi une question d'âge, mais pas forcément, c'est peut-être une question de point de vue, mais aussi tout simplement une question de formation sur l'identité européenne, sur les questions de l'Europe. Comment ça se passe de votre côté, Édouard Godeau? Vous avez un avis sur cette problématique de la formation ? Ah ça, la formation des professeurs, oui, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi dans mes années CAPES agrégation et ensuite dans le petit livre que vous avez la gentillesse de mentionner, que j'ai coécrit avec Rodrigo Arenas et Nathalie Laville, où nous voulions make our teachers great again, parce que justement, il y a bien un problème aussi dans la façon dont on a inséré une école de l'excellence, quand on a calqué une école de l'excellence justement sur des concours de l'excellence. Alors, vous avez dit l'attitude, moi j'ai aussi dit moyen, il faut l'attitude et moyen. Pour le coup, la formation des professeurs, elle doit aussi passer par ce genre de choses. Moi, je pense qu'un Erasmus, enfin, évidemment, moi je vous parle d'un temps que, évidemment, les plus de 20 ans connaissent un peu mieux. Moi, quand j'étais prof en seconde, j'ai eu droit au 21 avril 2002 et au 11 septembre 2001. Donc c'était une année assez chargée, comme vous l'imaginez, pour mes secondes. Mais j'ai eu l'occasion justement de parler d'Europe à ce moment-là et j'ai pu mesurer 20 ans plus tard en étant cette fois-ci en intervenant avec notre association Europa Nova qui est une association, un think tank de promotion d'éducation à l'Europe politique. Je suis intervenu dans un certain nombre de classes de seconde, première et de terminale et j'ai vu justement à la fois le progrès chez un certain nombre de professeurs, surtout les plus jeunes, parce que les darons, les vieux professeurs, ils sont restés à l'époque de Chevènement-Védrine et c'est pas encore totalement une Europe développée. Jacques Delors a fait un très bon rapport en 2020 quand même. Oui, c'est pas toujours une. Allô ? Oui, Jacques Delors a fait un très bon rapport en 2020 sur l'Europe, si je me trompe pas. Excusez-moi, vous avez été coupé, je vous ai pas vu. Bon, rien, c'est une petite intervention. Je disais juste que Jacques Delors avait fait un très bon rapport en 2020, donc les darons sont encore là, ils sont présents. Les moins critiques que Chevènement. Ça m'a un peu échappé. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu toujours une vision très très hexagonale de l'Europe et que depuis une vingtaine d'années, je vois que cette vision hexagonale, même si on est encore très loin du compte, elle a tendance à s'européaniser. Et je trouve que c'est beaucoup plus visible chez les professeurs que j'ai rencontrés et chez les élèves que j'ai rencontrés. On a encore un problème, c'est bien parce qu'on a démarré sur l'identité, en fait on boucle la boucle de cette façon-là, on a encore un problème de rapport des Français à eux-mêmes et à leur place dans le monde. Je vais vous donner un dernier exemple venu de l'éducation. Donc justement, quand j'ai eu affaire au 21 avril 2002 avec ma classe de seconde, la question qui s'est posée, c'était, enfin exactement ce que j'ai vu se dessiner sur la question européenne dans ma classe, c'était pas un clivage entre pro et anti-européens, c'était un clivage entre bons et mauvais élèves, ou plus exactement entre élèves qui avaient confiance en eux-mêmes et les élèves qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Ceux qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes, même les plus européens, je me souviens d'une jeune fille par exemple qui était amoureuse d'un Allemand, donc on ne peut pas vraiment dire qu'elle était
pas européenne, et ben en fait, l'Europe, c'était effrayant. La mondialisation, c'était effrayant parce que justement, ce sont des élèves qui ne se sentent pas à l'aise dans le monde dans lequel on les jette. Et donc, il y a tout un travail à faire justement, là, non seulement de formation à l'identité européenne, comme vous dites justement, mais de montrer que et les enseignants, le système éducatif français, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, doit absolument prendre ce problème à bras-le-corps, mais de faire en sorte que les enfants et les adolescents et ces adultes en construction soient de plus en plus capables de prendre confiance en eux dans leur construction, parce que c'est à ce prix-là seulement que l'ouverture à un espace plus large que représente l'Europe et évidemment la mondialisation, d'un point de vue critique, j'entends, pas d'un point de vue justement géographique, je suis très heureux d'entendre ça, c'est à ce prix-là seulement, à cette condition-là seulement, qu'ils peuvent embrasser la promesse européenne et ne pas se retrouver justement tétanisés ou sidérés par le fait d'une promesse dont ils n'ont pas les moyens de vivre la richesse. Oui, donc voilà, juste pour revenir là-dessus, revenir aux enfants, il y a bien cette idée de confiance, pas confiance en soi et dans le monde dans lequel on est. Oui, et là, il y a un travail à faire. Toujours cette idée, effectivement, des inégalités, du manque de moyens, et puis de la peur de l'autre, donc la connaissance, toujours l'éducation, la culture, pour pouvoir toujours être dans cette idée de connaître mieux l'autre et de l'appréhender le mieux possible. Merci mille fois d'avoir été avec nous tous les deux, c'était très intéressant. Charles Binic, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie à Paris dans le 20e arrondissement. Et Édouard Godeau, merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous êtes co-auteur donc avec Rodrigo Arenas, qu'on a reçu plusieurs fois et qu'on salue, qu'on embrasse même. Dessine-moi un avenir, qui est donc un plaidoyer. Et puis Nathalie Lévy aussi, c'est ça, excusez-moi, je me suis trompée, le troisième auteur. Oui, voilà. Un plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle donc, dans l'école. Dessine-moi un avenir. Également conseiller en affaires européennes, ancien prof d'histoire. Merci à tous les deux. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. De retour sur le plateau du Grand JT, l'éducation, je suis en présence de Solène Lévesque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'initiative du projet Kaléidoscope qui a été lancé en 2019 et c'est un dispositif qui vise en fait à promouvoir l'identité multiple entre élèves mais aussi dans la société civile. Est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage parce que c'est vaste comme question. Tout à fait. Alors c'est un projet interétablissement et interdisciplinaire qui avait comme point de départ la construction des cultures juives, chrétiennes et musulmanes dans le bassin méditerranéen au Moyen-Âge, ce qui est au programme de la classe de 5e. Donc, il y avait 3 établissements en 2019-2020. Un établissement de périphérie de centre-ville, le mien, le collège. C'est situé où exactement? À Dijon. À Dijon, avec un établissement REP à Dijon également et un établissement rural qui était à 80 km de Dijon, dans le sud du département de la Côte d'Or. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous enseignez d'emblée les histoires des différentes communautés, des différentes identités, les valeurs aussi de la République forcément et de la laïcité qui sont celles de la France aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que le projet Kaléidoscope apporte de plus aux élèves dans le cadre justement scolaire ? Il permet de mettre en relation des élèves qui habituellement auraient jamais pu se rencontrer, puisque évoluant dans des endroits totalement différents, ils restent souvent proches de leur environnement. Et là, ce projet a permis de les mettre en relation, puisque une fois par mois, ils se rencontraient dans un des 3 établissements. Donc ça leur permettait de découvrir leur quotidien autour d'un projet commun, ce qui leur a permis à la fois d'étudier leur héritage commun et de travailler à une culture partagée. Parce que les 3 établissements sont très différents, vous le dites, en termes de culture, en termes de différence de niveau de vie, de façon de vivre ou de religion, ou quelle est la différence finalement? En quoi ils se rencontrent tous? Parce que finalement, on vient tous d'univers complètement différents et de cultures différentes. En fait, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont le mieux circonscrit ces différences et surtout ces représentations, puisque en début d'année, à chaque fois, nous leur avons fait remplir un questionnaire. Ouais. Ce questionnaire
questionnaire portait sur l'image qu'ils avaient de ces établissements respectifs. Et à la fin du projet, on revenait dessus pour savoir ce qui avait changé. Et alors, souvent, sur le ton de l'humour, il disait qu'il s'imaginait que l'établissement rural était plus proche de la campagne, avec des... Il y avait des vaches qui venaient... Tout à fait, mais ça, c'est le fait est que c'est vrai, puisque ça donnait sur la campagne. Mais, et réciproquement, hein, l'établissement rural imaginait que l'établissement classé REP était entouré de tours. Qu'il y avait de la drogue dans les casiers? Alors, je ne pense pas, mais en tout cas, ce n'est pas apparu dans les questionnaires. Mais je me rappelle qu'il y avait une élève qui parlait de casquette à l'envers, d'un vocabulaire différent du leur. Donc ça a permis de remettre en question ces représentations. Donc les questionnaires en question, par exemple, 3 questions qui sont revenues souvent. Quelles étaient ces questions-là? Alors c'est nous qui leur posions les questions. Un peu, ouais. Comment imagines-tu l'établissement, l'environnement dans lequel se trouve l'établissement? Comment imagines-tu les élèves et aussi les enseignants? Puisqu'ils avaient des représentations aussi sur les enseignants qui évoluaient dans ces milieux-là. Donc le but est de casser les clichés, en fait. C'est des idées préconçues. Et de découvrir l'altérité dans sa diversité. Alors, l'altérité dans sa diversité, donc c'est valable, je le disais, hein, c'est assez vaste comme sujet, puisque c'est valable sur beaucoup de sujets. Est-ce que vous vous attachez précisément à la laïcité, ou vraiment c'est l'idée de la représentation en général de tous les sujets, quels qu'ils soient? Alors, comme nous y invitent les préceptes du socle commun de compétences, on a souhaité, avec mes collègues, montrer aux élèves les différentes représentations que l'on pouvait avoir de la place de l'homme dans le monde. Donc, on a été à travers l'art et à travers les œuvres d'art. Donc ça a permis aux élèves d'insérer les œuvres d'art dans le champ du débat, de la confrontation, de la découverte du point de vue de l'autre, qui est différent dans le respect des personnes qu'ils avaient en face d'eux. Ça peut être des œuvres classiques, enfin je sais pas, on parle de la Joconde, tout comme du street art par exemple. Exactement, tout à fait, puisque le street art a été un des moyens d'expression des élèves, puisqu'ils ont eu la chance de travailler avec un street artiste Combo à l'élaboration d'une fresque kaléidoscopique qui faisait 26 mètres carrés et qui a été exposée à l'Institut du monde arabe, puisque ce projet a été en partenariat avec l'Institut du monde arabe en 2019-2020. Comment s'appelle l'artiste? Combo. Combo, d'accord, Combo. Génial. Et alors, comment on réagit ces enfants, c'est-à-dire qu'enfin ces élèves, parce que ces enfants, ils ont quel âge? Ils ont 13 ans. 13 ans, voilà. Ils avaient 12 ans. Oui. Donc, comment ont-ils réagi par rapport à cette proposition? Ils ont été tout de suite dans l'engouement, dans la volonté de découvrir, ou ils étaient un peu réticents? Ah non, très curieux, très partants, avec la conscience d'avoir une chance de pouvoir étudier tout au long d'une année ces différentes thématiques, puisqu'ils ont à la fois pu rencontrer Combo dans le cadre de stages d'une semaine intensif, mais également un journaliste. Alors, il y avait beaucoup d'intervenants. Il y avait un dessinateur de presse aussi qui leur a appris à faire un journal en ligne, puisqu'ils ont été initiés aux techniques journalistiques. Ils ont appris à écrire un article, ils ont appris à mener une interview, à faire des dessins de presse et aussi à vérifier les informations. Oui, ça a été une manière pour vous aussi d'aborder ce sujet, là, finalement, la vérification de l'information, d'où elle vient, comment elle se traite, comment on la digère, pouvoir effectivement parler de l'information aujourd'hui, c'est essentiel. Tout à fait, puisque les représentations que les élèves peuvent avoir et que l'on peut avoir aussi peuvent être basées sur des rumeurs. Donc on a appris aux élèves à vérifier ces informations-là, et notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est souvent là qu'ils découvrent des informations en premier.
Alors sur le projet justement inter-établissement et interdisciplinaire, vous disiez qu'il y avait l'image évidemment de l'établissement en question et des zones concernées, mais aussi l'image des profs. Oui. Quelle était l'image des professeurs? C'était étonnant que les professeurs du collège dans lequel j'étais... près de Dijon donc? Oui, ouais. À Dijon même, qu'on Dijon. était plus vieux que les autres, qu'on avait un autre style vestimentaire. Quel style? Alors, je ne sais plus, D'accord. puisque ça date, mais... Il n'y avait pas la casquette à l'envers, en tout cas. On n'avait pas la casquette à l'envers, exactement. Vous leur avez dit que le week-end, vous partiez la casquette à l'envers ou pas? On l'a abordé plus tard. D'accord. Mais effectivement, ils avaient cette image. Et donc, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir fait avancer un peu le débat, donc les idées, justement, préconçues qu'avaient ces élèves-là de 12-13 ans? Oui, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Ils ont été ravis de découvrir, de se redécouvrir en l'autre, de découvrir des points communs, aussi des différences, mais ils ont également appris à les respecter, à pouvoir échanger sur ces différences et afin que ça devienne source d'enrichissement. Je pense qu'ils en ont vraiment ils ont vraiment apporté énormément de choses au projet et le projet leur a vraiment apporté. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la répercussion au sein des familles. Comment les parents ont vécu ces moments-là? Déjà, est-ce qu'ils étaient tous extrêmement positifs à l'idée de pouvoir travailler et faire ces activités d'échange? Oui. Et alors, quand on devait partir en sortie, comme ça a été le cas parfois pour aller à Paris et aller à l'Institut du monde arabe ou au musée d'art et d'histoire du judaïsme, on avait des parents qui étaient là à 5h du matin pour emmener les élèves et qui nous ont dit merci. Donc c'était à mon sens source d'acquiescement de leur part. Oui, parce que d'autant qu'à 12-13 ans, certes, on a certainement une idée des choses de la vie et des idées sur beaucoup de sujets, mais il y a quand même beaucoup de choses qui viennent aussi des parents et de ce que les parents ont inculqué. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi ça, justement, dans ces moments, dans ces rencontres, le poids de la pression familiale et l'éducation qui est donnée aux enfants, qui est souvent un peu imposée? Les élèves, quand ils abordaient ou quand ils faisaient part de leur point de vue, c'était en leur nom propre. Ils s'exprimaient selon leur ressenti, leur analyse qu'ils pouvaient avoir de l'œuvre. Et ensuite, les discussions pouvaient se faire également en off. Ça, on l'a appris. Et il y a des élèves, même au sein d'une même classe, qui découvraient les traditions, les pratiques et les cultures de leurs amis, alors que jusqu'à présent, elles n'en avaient jamais fait mention entre elles. Donc le poids familial, probablement, mais en tout cas, ça ne nous est pas été rapporté tel quel. Mais quand vous dites en off, ça veut dire quoi? Entre eux, parce qu'il y avait énormément de temps où ils passaient la journée entre eux, puisqu'on avait créé des groupes d'élèves où on mélangeait les établissements. Donc chaque élève avait un binôme ou un trinôme dans l'autre établissement et les élèves qui recevaient étaient chargés de faire découvrir leur établissement et durant ces temps-là, au moment des repas également, ils pouvaient discuter entre eux de leur quotidien, de leur établissement, des pratiques qu'ils avaient. Et comment on aide justement les enfants, selon vous, à avoir un esprit critique? Qu'est-ce qui fait que c'est peut-être la première chose dont vous parlez finalement lors de ces rencontres, les aider à développer leur esprit critique? Par l'art et par les œuvres d'art. Grâce à l'œuvre d'art, on permet la confrontation des idées et des points de vue et on permet aux élèves de découvrir le goût de l'autre, tout en le respectant. Et c'est comme ça qu'ils découvrent la diversité des représentations que l'on peut avoir et ainsi se questionner sur leur propre représentation. Parce que l'art, effectivement, suggère, en fait. Et finalement, vous avez donné la possibilité à ces élèves-là de se laisser aller par la pensée et parce que, justement, l'art portait, j'imagine, pour eux. Et quelles clés de réflexion donnez-vous aux élèves, par exemple, à la fin de ces rencontres, pour la suite, justement, dans leur développement? Puisque 12-13 ans, donc ils sont quoi, en 5e? Ils étaient en 5e. En 5e, voilà. Pour la suite, donc c'est quand même... ils sont en plein collège. De nombreuses années les attendent. Les clés de la réflexion sur l'ouverture d'esprit, sur... Les clés de la réflexion, toujours vérifier.
des sources, les propos, en suivant la méthode que Thibaut Roy, le dessinateur de presse, leur a appris. Et puis s'ouvrir à l'autre, échanger, débattre, accepter le point de vue de l'autre. Le futur de Kaléidoscope, quel est-il ? Alors le futur qui va très prochainement bientôt devenir passé, puisque une des actions qui a été menée l'année dernière était une exposition sur la Porte Guillaume à Dijon. Donc 130 portraits d'élèves, d'enseignants, d'AESH ont été mis sur la Porte Guillaume sur une bâche plastique, puisque c'était un monument historique. Alors ce sont les portraits des élèves qui étaient l'expression des émotions que l'on pouvait ressentir lors d'une rencontre. Donc ça a été encadré par un photoreporter, Arnaud Finistre, et à l'issue de l'exposition qui a duré 5 semaines, ces bâches étaient appelées à être enfouies ou incinérées. Et face à cette question du devenir de ces bâches, on a souhaité, avec des collègues de SVT cette fois-ci, les recycler et demander aux éco-délégués de l'établissement d'en faire des sacs et des accessoires. Donc on a demandé à dont les fonds seront reversés à des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme d'un côté et le réchauffement climatique de l'autre, si nous arrivons à plaire et à faire adhérer les parents au projet. Bien sûr, évidemment, je ne vois pas pourquoi. C'est un très joli projet. Merci beaucoup, Solène Lévesque, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à l'initiative du projet Kaléidoscope, lancé en 2019, qui donc est un dispositif qui vise à promouvoir l'identité multiple entre élèves, mais aussi dans la société civile. Et bien, bon vent alors à cette fameuse bâche et au recyclage. Merci tout de suite. C'est l'heure de découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard. Place à Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine avec moi, Cyril Benzaken. Bonjour Cyril. Bonjour Malika. Alors vous êtes sportif de très haut niveau puisque vous avez été 7 fois champion du monde de boxe thaï. Maintenant c'est fini et maintenant kickboxing. Exactement, champion du monde de kickboxing. Ah, pas de boxe thaï alors. Alors j'ai été champion du monde de boxe thaï une fois et 5 fois champion du monde de kickboxing. Ça fait 6. Ça fait 6, oui, les calculs sont pas bons. 5 et 1, 6, bon, on n'était pas loin. Parce que tu as comptabilisé le prochain avant. Oui, voilà, moi je suis toujours dans le futur. Mais en fait, si j'avais comptabilisé les prochains, je serais au moins 11, quoi. Ah, merci. Et en dehors des rings, vous êtes devenu l'ambassadeur d'une célèbre marque de vêtements. De sport, oui, exactement. Que vous portez aujourd'hui, non ? Tout à fait. Oh, ah oui, je n'avais même pas vu. Et vous êtes également mannequin ? Alors, mannequin est un grand mot, mais en tout cas, j'ai eu la chance de faire quelques opérations avec des belles marques et être représenté, par exemple, par Elite aujourd'hui. Ah oui. C'est la classe de dire je suis mannequin pour Elite. Et vous donnez aussi des conférences au sein des entreprises. Exactement, je me développe de plus en plus en tant que conférencier en fait, où on aborde en fait le parallèle entre la performance sportive et la performance en entreprise avec plein de thématiques. Sur la gestion du stress notamment. Par exemple. Donc plutôt très occupé. Ça va, mais on trouve toujours le temps de venir nous parler de nos souvenirs d'école. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ? Oui, alors l'organisation de mon prochain championnat du monde, qui sera du coup le 31 mai prochain, au Grand Palais. Pour le 7e titre dont on parlait en avance. Exactement, dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, c'est assez génial parce que c'est au Grand Palais éphémère, c'est une grande première. Et de manière un peu symbolique, c'est un bel événement dans la mesure où en fait, il n'y a eu qu'une seule fois un combat dans l'enceinte du Grand Palais. Et c'était Marcel Cerdan il y a 80 ans. Ah oui, quand même. Donc voilà, on essaye de marcher sur ces traces. Et ça met pas un peu la pression ? Un petit peu, mais c'est de la bonne pression. Donc voilà pour les projets, on va dire, à court terme. De toute façon, on arrête de se projeter dans le futur, on revient dans le passé. Quel type d'élève étiez-vous ? Alors ça dépend à quel moment de ma vie, parce qu'au début, j'étais plutôt un élève perturbateur qui aimait... À l'école primaire ? Ouais, à primaire, très agité, j'aimais faire des blagues, j'étais tout le temps mis au coin, mis dehors dans le couloir, etc. Ouais. Ah, on vous mettait au coin, ça fait longtemps que j'avais oublié. Vous avez grandi où ? J'ai grandi à Clamart, en banlieue parisienne. Une enfance heureuse ?
une enfance très heureuse, un petit garçon bien en point, vous voyez, un petit peu rond, et qui aimait bien faire le comique, quoi. Et c'est comme ça que... Ça, vous en avez souffert des kilos en trop? Alors, je sais pas si j'en ai souffert sur le moment, je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais oui, j'en ai forcément souffert un peu quelque part parce que quand on est jeune et un peu rond, il y a plein de choses dont on n'a pas accès, contrairement aux autres personnes. Le regard des filles, par exemple. Mais jusqu'à quel âge? Je sais pas, jusqu'à 14-15 ans. Et après, en fait, le problème, c'est l'image que j'avais de moi-même qui est restée, celle que j'avais à 12 ans, alors que j'étais plus ce petit rond. Et vous n'avez pas confiance en vous. Exactement. Et c'est pour ça que... Fuck les complexes. Hein. Exactement. Mais c'est pour ça que vous faisiez des blagues, en fait. Exactement. En fait, c'était un moyen d'exister au travers d'autres choses. Et ce qui est assez marrant, c'est que dès que j'ai commencé à devenir sportif, j'ai arrêté un peu l'humour. À quel âge, alors, le sport? J'ai commencé à m'y mettre sérieusement autour de 13 ans, 13-14 ans. Donc, jusqu'à 13 ans, un élève perturbateur, alors? Ouais, mais au début, j'étais quand même toujours un peu perturbateur, même si j'avais été il m'a fallu quelques années de discipline sportive pour la transmettre à l'univers scolaire, quoi. Mais perturbateur, mais est-ce que bon élève? Moyen. En fait, au début, j'étais plutôt moyen élève médiocre. Vous savez, le genre d'élève qui est passable. Okay. Ça passe tout le temps juste. Médiocre, c'est pas passable. Hein. Ah oui. Bah non, alors passable. Bon, alors en fait, je passais tout le temps juste, quoi. Et frôle le redoublement, quoi, on va dire. Et en fait, il y a eu une année où, quand justement la boxe commence à devenir plus importante pour moi, donc au lycée, où j'ai eu une sorte de déclic et où j'ai commencé à avoir envie d'être meilleur élève et de mieux travailler. Et de là, je suis devenu meilleur élève, quoi. Et vos parents, leur rôle dans tout ça? Leur rôle, c'était de me dire va faire tes devoirs, travaille, il faut que tu fasses des études, etc. C'est important pour ton avenir. Donc ils m'ont poussé quand même dans une direction d'études, quoi. Et vous avez un frère? Ouais, j'ai un petit frère. Il était comme moi lui aussi, il était perturbateur, il aimait bien faire des bêtises. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Cyril Benzaken pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, on retrouvera Cyril Benzaken demain pour de nouvelles confidences. Allez, tout de suite, c'est le Zap. En tout cas, il n'y a pas de capitale européenne dédiée par les institutions européennes pour représenter ce secteur-là chaque année. Est-ce que, Arnaud, ce serait un bon signe de nommer une ville qui puisse justement devenir la vitrine de l'innovation numérique européenne pour un an ? Ce serait bien. D'ailleurs, c'est ce qui avait été imaginé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est concentré sur les Jeux Olympiques, mais on a été candidat à un moment donné pour l'exposition universelle. Absolument. Il était question de repenser l'exposition universelle et en revenir à son esprit originel, qui était vraiment la vitrine de l'innovation pure. Et l'innovation pure aujourd'hui, c'est les grandes transformations qu'on connaît, numériques et écologiques. Donc c'était se concentrer là-dessus. Donc ça reviendrait un peu à faire ça, mais je trouve que c'est une bonne idée. Alors, il y a des histoires qui favorisent l'endormissement de l'enfant. Il y en a d'autres qui l'empêchent. Si on commence par dire les erreurs à ne pas commettre, par exemple, il ne faut pas faire peur, par exemple. Il ne faut pas la peur. Il faut que l'enfant, il doit l'avoir écouté avant pour savoir les finales. Sinon, il fera comme ça, qu'on va finir, les loups, qu'est-ce qui se passe à la fille. Alors, il faut qu'il connaisse la fin. Qu'il connaisse, et il doit l'avoir écouté déjà. Que la personne qui raconte l'histoire soit une personne connue pour l'enfant. Normalement, les parents. Hein, si je vais raconter. Les parents, les frères, les sœurs. Parents, le frère, la grand-mère. C'est ça, la famille en tout cas. Oui, ou si c'est des amis très très proches. Oui, mais très proches. Très très proches, intimes. Quels sont les besoins que vous aviez justement identifiés, vous qui allez à Sevran assez régulièrement au final, et comment ça a évolué à travers le temps ? Ce qui est vraiment important pour les enseignants, c'est que l'outil s'efface en fait, qu'on se ressente sur les interactions prof-élève et que vraiment ce soit facile à comprendre, facile à prendre en main et que ce soit un soutien pour les enseignants et que l'outil ne prenne pas toute la place et devienne un peu une usine à gaz à utiliser. Annabelle, que dites-vous à ceux qui disent que le tout numérique, ça a des effets néfastes, notamment cette propension qu'ont les élèves à être un petit peu plus sur les écrans ?
Alors effectivement, il y a du pour et du contre. Et avant toute utilisation de tablettes ou de numérique dans la classe, on sensibilise effectivement les élèves aux usages responsables de tous ces outils. On leur explique qu'effectivement c'est bien, ça peut nous aider à travailler, mais on ne fait pas tout avec. Après, c'est vrai que le numérique, ça décuple forcément l'efficacité de l'apprentissage parce que voilà, ça nous aide à différencier, ça nous aide à travailler autrement, ça nous aide à travailler un projet collaboratif par exemple. Donc ça permet beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des exemples justement, Annabelle, de ce que vous avez fait récemment en classe? Qu'est-ce que vous avez comme exemple de projets collaboratifs? Alors comme projet collaboratif, avec mon collègue Michael, on a monté un spectacle et du coup on a fait écrire le script du spectacle par nos élèves. Et du coup, chacun avait la possibilité d'aller ajouter une phrase, un bout de dialogue, un bout de chorale. Et chacun a mis sa petite pierre à l'édifice. Et de ce fait, ça a monté notre spectacle de manière bien plus simple. Encore une fois, mon idée, c'était question qui pointait sous cette capitale européenne du numérique, c'était de savoir comment on peut rendre tangible cette Europe du numérique. On le voit avec la régulation, c'est du très concret pour les citoyens et les citoyennes européennes, mais est-ce qu'il ne faut pas donner ce goût de l'innovation aux jeunes Européens dès l'école? Oui, le plus jeune âge. Parce que les jeunes sont des digital natives, c'est-à-dire qu'eux, ils ont compris le digital dès leur naissance parce qu'ils ont eu les outils dans les mains depuis le début. On les voit, les enfants de 4 ans, sur l'iPad, etc. Mais comprendre les usages, c'est pas la même chose que comprendre derrière ce qu'est le numérique en termes d'enjeux économiques, en termes d'enjeux politiques, etc. Donc oui, je pense que très tôt, il faut réussir à faire comprendre peut-être dans les matières déjà existantes, c'est quoi le volet numérique de cette matière. Aussi des méthodes pour inventer ses propres histoires. Ça, c'est assez génial, je dois dire. Je vous le montre en 2 temps, c'est à fabriquer. Donc, qu'est-ce que je montre là, en fait? C'est un cahier. Un cahier. Oui, il y a les spirales qui sont là, voilà. Et 3 bandes. Oui, mais pendant beaucoup de feuilles, il faut couper les cahiers. Dans la première partie, il faut mettre le sujet. Un roi, une princesse, un lion, je ne sais pas. Et dans la deuxième, il faut mettre l'action. Il va marcher, il va... Et dans la troisième, les problèmes, ce qui se passera pendant l'histoire. Voilà. Et donc, vous avez, et c'est résumé à page 111, donc là, on a l'éléphant, c'est le sujet, s'enfuir. Et le problème, c'est on voit un crocodile, on veut le dévorer. Oui. Et donc, en fait, ensuite, on peut, selon les soirs, changer, broder, inventer. Et on peut le faire avec l'enfant. Choisis-toi la première partie, moi, je vais choisir la deuxième. Ouais. Ça peut faire un petit jeu sympathique et tendre avant de dormir. Mickaël, la formation, c'est l'école de la débrouille? C'est absolument ça. Absolument ça, même si certaines circonscriptions essayent d'avoir des conseillers pédagogiques dans le numérique. Mais c'est une petite poussière vis-à-vis de tout le travail qu'il y a à faire, en fait. Est-ce que la ville peut vous aider, justement, dans ces démarches? D'un autre côté, justement, c'est la ville qui a financé tout le matériel numérique. Donc, elle a un plan d'action sur la ville. Donc, nous, on est très chanceux vis-à-vis de ça. Et des formations qui sont liées aux outils qu'on nous offre. Qu'en est-il de la formation pour les profs et comment... J'allais dire aller plus loin, mais peut-être comment vraiment la démarrer, quoi, je sais pas. Ce qui est important, je pense, c'est quand même la formation entre pairs, parce qu'avoir des formations un petit peu académiques où on va vous expliquer comment on utilise un ordinateur, etc., derrière, les profs ne savent pas forcément le mettre en pratique. Donc peut-être à l'échelle locale, pouvoir développer des petites initiatives pour faire de la formation de pair à pair. Est-ce que, Éline, en Erasmus, de l'innovation du numérique, ce serait aussi une piste à explorer ? Alors pourquoi pas? Je pense qu'il y a des programmes qui sont en train d'être explorés par la Commission qui vont un petit peu dans ce sens-là. Je pense que la difficulté, en fait, c'est que l'éducation reste une compétence des États membres et pas forcément quelque chose que la Commission peut... Elle peut donner des impulsions, mais pas nécessairement forcer la mise en place de ces programmes. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Arnaud a dit. Je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère sur la littératie numérique
pour que chacun comprenne les enjeux dès le plus jeune âge, pas seulement l'utilisation pratique, mais également ce qu'il peut y avoir derrière. On parle bien sûr de former davantage d'ingénieurs et de faire en sorte que plus de jeunes prennent goût à des matières comme les sciences, les mathématiques. Et surtout, comme on a parlé beaucoup de lois, je pense que pour qu'elles produisent leur effet, il faut que les gens s'en emparent et qu'on les comprenne mieux. Il faut faire de la pédagogie. Mais s'agissant d'un Erasmus de l'innovation numérique, je suis à peu près sûre que c'est dans les cordes. Voilà, on verra bien comment ça va évoluer. Mais est-ce que, par exemple, si on enregistre une histoire pour la diffuser au bébé, ça marche, si on n'est pas là? Est-ce que la voix, ça va suffire? Quand l'enfant est plus âgé, un enfant de 5-6 ans, il peut écouter une histoire déjà enregistrée. Hein? Un enfant petit, non, parce qu'il préfère les parents sur toutes les choses qu'il y a dans ce monde. Mais il y a des enfants plus âgés que peut-être on dit « Maman, raconte-moi une histoire » et après, bon, on me met une autre histoire qui est dans la tablette ou enregistrée. Ça peut marcher. Oui. C'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain, même heure, 20h30. SchoolTV.com pour ceux qui veulent revoir l'émission. Canal 247 sur les Freebox. Cette émission a été préparée par Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Benjamin Michel à la réalisation. Mathieu Sullivan au son et Colline Hamel au maquillage. Merci à toute l'équipe. À demain.